Pourquoi avez-vous décidé de venir à Moscou pour assister à la marche russe? Eh bien, nous avons reçu une invitation de nos amis tels que M. Alexandre Belov. Nous sommes venus pour, d'une part, observer, et d'autre part, renforcer les contacts qui existent déjà entre des nationalistes français et des nationalistes russes, et puis enfin pour témoigner notre solidarité avec la cause des nationalistes russes. Quelles sont vos impressions? Nous avons été favorablement impressionnés par la quantité, la foule présente. Il y avait beaucoup de monde, la jeunesse aussi. Une grande partie des manifestants étaient très jeunes, donc ce qui est bon signe pour l'avenir. C'était aussi assez hétéroclite, ce qui est une bonne chose de notre point de vue, puisque le nationalisme est quelque chose qui doit rassembler, quelque chose d'unitaire. Donc ce côté un peu hétéroclite de la population qui est venue à la manifestation est pour nous aussi un bon signe. Nous avons aussi trouvé que c'était très bien organisé. Voilà, nous en garderons un très bon souvenir. Quand, comment et pourquoi êtes-vous devenu nationaliste? Ça s'est fait progressivement. Mais j'ai toujours eu un fond patriote. J'ai toujours été, depuis ma plus prime enfance, attaché à la France, sans savoir encore très bien ce qu'était vraiment la France. Et puis je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. Et petit à petit, mon sentiment patriotique s'est renforcé. Et puis il s'est transformé progressivement en nationalisme. Parce que j'ai voulu comprendre d'où venaient les problèmes, comment les résoudre. Et donc ça m'a mené au nationalisme, qui est, si vous voulez, un patriotisme plus réfléchi. Donc ça s'est fait progressivement et naturellement. On sait qu'il y a les identitaires et les nationalistes. Quelle est la différence entre les deux? Et vous êtes nationaliste ou vous êtes identitaire? Et qu'est-ce que c'est identitaire? Le mot identitaire en soi ne veut pas dire grand-chose. On peut mettre plusieurs choses derrière, comme pour le mot nationaliste d'ailleurs. Donc pour vous répondre très simplement, notre nationalisme est identitaire. C'est-à-dire qu'il s'attache à connaître et à défendre ce que nous estimons être l'identité française. D'accord, mais quelle est la différence? Les personnes qui se présentent d'abord et principalement comme identitaires, si vous voulez, n'ont pas vraiment de doctrine très précise, tandis que pour nous, le nationalisme, c'est une doctrine politique complète et profonde, dont la défense de l'identité est un élément, une composante, mais pas le seul. Le courant identitaire, du moins dénommé comme cela, est quelque chose d'assez récent en France, mais je dirais assez minoritaire. On en parle un petit peu dans une certaine mouvance, mais c'est nouveau, ça représente quelques centaines de militants qui choisissent d'abord ce terme d'identitaire pour se définir. Mais je vous dis, la doctrine est assez limitée, ils veulent défendre certains pans de notre identité, mais ça reste assez flou. D'accord. Alors, vous êtes catholique ou vous êtes païen? Moi, je suis catholique. D'accord. Le Renouveau français n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement politique, mais qui intègre la dimension spirituelle, qui ne fait pas de séparation brutale entre le domaine spirituel et le domaine politique, parce que nous pensons qu'il y a un lien tout de même entre les deux, même s'il faut distinguer les deux plans. Et par ailleurs, nous défendons la civilisation française traditionnelle, et qui est chrétienne, et qui a été fondée et qui s'est développée sur le christianisme. Donc on ne peut pas être véritablement nationaliste français sans défendre cet aspect chrétien de notre identité et de notre civilisation. D'accord, mais je sais que beaucoup de Français deviennent païens. Pourquoi ça? Je ne suis pas sûr que beaucoup... La plupart des Français n'ont plus de religion du tout simplement. Ils prennent la nouvelle religion matérialiste. C'est le matérialisme qui triomphe. Donc ils se réfugient dans les jeux, dans les plaisirs, dans les divertissements superficiels, etc., dans la quête du confort, dans la recherche de sensations. Mais il y a un très grand vide spirituel en France depuis quelques dizaines d'années, et puis malheureusement ça continue. Alors ça se traduit par la recherche de plaisir superficiel, mais ça crée aussi un profond mal-être réellement chez les gens qui ont un vide spirituel, et ça entraîne des désordres psychologiques,
moraux chez beaucoup de gens. En France, on a une consommation record d'antidépresseurs. Le taux de suicide est très important. Et il y a évidemment un lien entre ces deux phénomènes. La perte de repères religieux et la crise morale qui frappe la société française. Et quelle est la situation avec les immigrés en France? Voilà. C'est un des plus graves problèmes que connaît notre pays, comme vous le savez peut-être. Puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près un quart de la population qui réside en France qui est d'origine immigrée non européenne. D'accord. Donc c'est-à-dire entre 12 et 18 millions, environ 15 millions, sur 60 millions d'habitants. Donc c'est un phénomène qui a pris une ampleur très importante et les conséquences sont très négatives dans beaucoup de domaines. Socialement, économiquement, ça fait beaucoup de dégâts. Du point de vue de la sécurité et de la criminalité, ça a des conséquences très lourdes. Et puis enfin, c'est pas le moindre des problèmes, ça a des conséquences très graves sur l'identité française, qui est mise à mal, qui est menacée, culturellement et puis aussi ethniquement. Et comment proposez-vous décider ce problème? Pour régler véritablement le problème, il faut être au pouvoir. Donc ça c'est le travail de l'État normalement. Un État bien orienté, un État nationaliste, peut régler ce problème de plusieurs façons. La première à essayer de mettre en œuvre, c'est une solution plutôt consensuelle, qui consisterait à couper tout ce qui peut attirer l'immigration en France, des aides sociales notamment très largement distribuées, et puis parallèlement à inciter à un retour vers les pays d'origine, si possible en créant des partenariats avec les pays d'origine, principalement en Afrique, quitte à les aider à se développer localement pour que les gens aient moins envie de quitter leur pays d'origine et que ceux qui sont en France soient incités, aient envie de retourner dans leur pays d'origine pour se réenraciner tout en gardant des conditions de vie correctes. Et qu'est-ce que vous pensez sur Marine Le Pen? Marine Le Pen bénéficie de l'attention des médias et puis d'une bonne cote de popularité dans la population française. Mais elle est nationaliste ou Non, pas? non, c'est justement la grande différence entre nous. Pour nous, elle n'est pas nationaliste, en tout cas au sens strict du terme. Elle-même se définit plutôt comme populiste. D'accord. Voilà, donc il y a une différence importante. Oui. Mais principalement, je pense, parce que le nationalisme est très mal vu en France, du moins par les médias, et donc malheureusement par une partie de l'opinion publique. Le courant nationaliste est victime de diabolisation par les médias et par la classe politique depuis des années, qui ont bien compris que c'était là la principale menace pour le système dont ils profitent tous. Et donc nous sommes diabolisés. Il y a un certain effet sur l'opinion publique. En effet, les gens ont peur parfois de se déclarer nationalistes ou d'afficher leur proximité d'idées avec notre courant. Donc c'est bien sûr beaucoup plus facile. Si l'on veut passer dans les médias et être à peu près apprécié des médias, il faut renoncer à certaines idées nationalistes qui sont très mal vues. Et notamment une certaine fermeté sur les questions d'immigration, d'identité, de dénonciation des lobbies qui dirigent la France en sous-main, etc. Marine Le Pen a renoncé à ces thématiques, ce qui n'est pas notre cas. Donc, à vrai dire, c'est elle qui a un petit peu changé l'optique du Front National. Il y a un virage très net. Elle laisse un espace libre que nous occupons naturellement. D'accord, mais vous pensez qu'elle a le pouvoir ou pas? Elle a beaucoup de support. Non, je pense qu'elle peut faire des scores importants, mais de là à obtenir le pouvoir en France, non, je ne crois pas. À moins d'événements graves et inattendus qui peuvent survenir, on ne sait jamais. En effet, une crise grave, dans ce cas, tout est possible, mais y compris pour les nationalistes d'ailleurs. Peut-être dans quelques années, mais à court terme, non, je ne pense pas qu'elle puisse obtenir le pouvoir. Est-ce que vous allez participer aux élections? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour pour notre mouvement. Voilà, nous soutenons des candidats par-ci par-là, et nous faisons un travail plutôt d'agitation, d'information, de diffusion de nos idées et de formation des gens qui nous rejoignent, et en particulier des jeunes qui nous rejoignent très nombreux et qui ont besoin d'avoir une formation politique, culturelle, historique. Et alors, votre mouvement a beaucoup de support? Oui, en tout cas, nous connaissons un développement très encourageant. Comme je vous le disais, on a beaucoup de contacts qui tombent régulièrement. Chaque semaine, de nombreux jeunes Français viennent vers nous et veulent des renseignements sur ce que nous faisons, quelles sont nos idées, ce que nous proposons. Ils veulent savoir comment nous aider, comment participer. Donc
on a du mal même à répondre à cette demande, cette affluence de jeunes français qui sont révoltés contre la situation qu'ils connaissent et qui veulent changer le présent et l'avenir de notre pays. D'accord. Et vous faites l'accent plutôt sur quoi? Le sport, la culture? Non, nous mettons l'accent sur la formation politique, puisque nous voulons créer, si vous voulez, une nouvelle génération de militants et de cadres nationalistes qui soient bien formés. Pour nous, c'est le point de départ de tout progrès politique durable et sérieux. Donc, nous faisons beaucoup de formation et de diffusion d'idées, des idées nationalistes. Nous incitons les jeunes à faire du sport, un esprit sain dans un corps sain, mais si vous voulez, ce n'est pas notre mouvement de leur faire du sport. Nous les incitons à pratiquer du sport, mais ça s'arrête là. Comment pensez-vous, la France est un pays démocratique ou pas? En un sens, oui, ça reste un pays démocratique, bien que ce soit une tyrannie douce, parce que nous pensons que la démocratie moderne, si vous voulez, ne peut pas exister, et que dans les faits, ça devient toujours une tyrannie. Donc la société française est sous la coupe d'une tyrannie politique, mais finalement c'est très démocratique. Expliquez s'il vous plaît. Nous pensons que la vraie démocratie, comme elle est présentée par les théoriciens, ne peut pas exister. D'accord. Voilà, c'est une illusion, c'est un leurre, un idéal inaccessible, et que dans les faits, ça se traduit toujours par une certaine tyrannie, une persécution par les dominants envers les dominés, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. On a une petite oligarchie qui dirige le pays, qui règne sur les médias, le monde politique, économique, etc., qui ne se soucie pas du tout des intérêts du peuple. Et pour nous, je vous dis, c'est la conclusion logique du système démocratique moderne. C'est pour ça que nous ne sommes pas favorables à la démocratie moderne. D'accord, mais vous pouvez appeler les noms des représentants de l'oligarchie française. Il y a la face visible, que sont les hommes politiques tels que Nicolas Sarkozy, puis il y a la face invisible, si vous voulez, qui est constituée d'un certain nombre de lobbies et d'intérêts, de groupes, notamment des groupes financiers. Finalement, c'est toujours l'argent, le gros argent qui dirige la société, notamment parce qu'il tient les médias. Et ce sont ceux qui possèdent cet argent, les grandes fortunes, la haute finance, etc., qui finalement dictent sa loi en accord avec des lobbies intellectuels mondialistes. D'accord, mais Nicolas Sarkozy seulement? C'est tout? Non, ça c'est Nicolas Sarkozy, c'est un exemple de la face visible du pouvoir en France. Mais il ne fait pas ce qu'il veut. Il a un certain pouvoir de nuisance qu'il utilise au maximum, mais il ne fait pas ce qu'il veut non plus. Vous savez, de toute façon, la France, aujourd'hui, n'est plus qu'une province du nouvel ordre mondial. 80% des lois françaises qui sont votées au Parlement français viennent en fait de l'Union européenne. Donc si vous voulez, il y a une farce. La France n'est plus un État indépendant depuis déjà quelques années. Et on nous fait croire en France que nous sommes maîtres de notre destin, etc. Que les députés ont un rôle vraiment important, mais ce n'est plus le cas. D'accord. Voilà. Donc le pouvoir politique a échappé à la France depuis longtemps et a échappé aux Français depuis encore plus longtemps. Et vous êtes républicain ou... Non, nous ne sommes pas du tout républicains, au sens de la République française, hein, c'est-à-dire un régime qui est fondé sur certains principes philosophiques, et un régime qui est issu de la Révolution française, qui ne correspond pas du tout à nos idées. Les principes fondateurs de la République française ne sont pas les nôtres. Voilà. Ils sont issus de cercles philosophiques et de sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, dont nous ne partageons ni les fondements philosophiques, ni les objectifs finaux. Voilà. C'est pour ça que nous ne sommes pas républicains au sens de la République française. D'accord. Et c'est une différence, excusez-moi, importante avec Marine Le Pen, là encore, qui elle se veut très républicaine et qui veut maintenant que le Front National soit le dernier, l'ultime défenseur de la République française. Pour nous, la plupart des problèmes que connaît notre pays aujourd'hui et que connaissent les Français sont issus de ce régime
Le véritable problème, c'est le régime républicain français. Et qui est votre héros? Il y a beaucoup de héros, notamment militaires ou même politiques en France. On a une histoire assez riche. Le plus symbolique, alors ce ne sera pas une surprise, hein, c'est Jeanne d'Arc, Oui. qui a une épopée, qui a connu une vie extraordinaire, très courte, mais véritablement extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'on peut y voir le doigt de Dieu, hein, qu'on peut deviner l'intervention de Dieu dans l'histoire et dans le destin français à travers l'épopée de Jeanne d'Arc, qui est pour nous un modèle d'engagement, d'esprit de sacrifice, de dévouement, etc., d'abnégation. Pour nous, c'est le modèle à suivre en tant que militant politique, en tant que nationaliste français, en tant que patriote et puis même en tant que chrétien. Et qu'est-ce que vous pensez sur Napoléon? Napoléon jouit en France d'un grand prestige, etc. Parce qu'en effet, il y a une épopée militaire. Il a mené une épopée militaire prestigieuse. D'un point de vue romantique, on peut être séduit par ses guerres, ses conquêtes, etc. Mais avec un regard plus froid, plus lucide, le constat est bien moins brillant. Napoléon a laissé la France plus petite territorialement qu'il ne l'avait trouvée. Il a versé énormément de sang français et de sang européen pour des motifs finalement assez secondaires, hein, qui touchent plus à son orgueil personnel qui était très développé. Et enfin politiquement, il a en quelque sorte installé la Révolution française en France. Il a adouci les excès de la Révolution française, mais il l'a dans les faits installé profondément et durablement, et pour ça nous ne pouvons pas lui dire merci. Donc, le bilan de l'aventure napoléonienne est pour nous globalement fort négatif. D'accord, et vous voulez que la France devienne le royaume? Dans l'absolu, oui, pourquoi pas. Mais pour nous, l'urgence, c'est d'avoir un État nationaliste pour régler les problèmes très graves et très urgents qui se présentent à la France aujourd'hui. S'il a une forme monarchique ou non monarchique, finalement, c'est une question qui n'est pas essentielle, en tout cas dans un premier temps. Pour nous, l'urgence, c'est d'avoir un État nationaliste qui est un état d'esprit nationaliste. Et là, la forme des institutions est secondaire. Après, je ne parle pas pour le long terme. En tout cas, nous, on se bat pour l'État nationaliste le plus vite possible. Et alors, vous voulez être le roi? Non, pas spécialement. Écoutez, en France, on a une tradition de légitimité qui repose sur certains principes dynastiques, etc. C'est un peu compliqué. Et puis non, personnellement, je n'en sens pas du tout le désir, ni même d'ailleurs les capacités. Mais vous avez le sang royal, non? Non, non, pas directement, non. Et à vrai dire, tous les Français descendent de Charlemagne et peut-être d'Henri IV. Hein. Tous les Français, dans ce sens, ont du sang royal, mais non, je ne descends pas des rois de France en ligne directe. En tant que Français et nationaliste, quelle image avez-vous de la Russie? La Russie jouit encore d'une belle image et d'un grand prestige en France. Hein. Il y a toujours une vieille amitié qui est sous-jacente. Et puis c'est un grand pays pour lequel nous avons beaucoup d'estime, avec une culture très riche, assez fascinante. Nous comptons aussi beaucoup sur la Russie pour déjà apporter un contrepoids face à l'hégémonie des États-Unis à travers la planète. Nous pensons qu'une Russie forte est une bonne chose pour l'équilibre mondial et l'équilibre géopolitique. Nous sommes favorables à ce que la France travaille davantage avec la Russie et renforce nos liens mutuels plutôt que d'être tourné vers les intérêts américains comme c'est le cas actuellement de manière caricaturale avec Nicolas Sarkozy. D'accord. Et nous autres nationalistes français voyons d'un très bon œil et avec optimisme la situation du nationalisme en Russie qui est en plein essor, qui est un réveil nationaliste qui pour nous est très bon signe et qui est un motif d'encouragement et d'espérance pour l'Europe en général. Quels sont des inconvénients? Les problèmes de la Russie, Oui. de notre point de vue, ils sont similaires à ceux qu'on peut connaître en France, en tout cas pour certains d'entre eux, notamment des problèmes ethniques importants, des
problèmes de démographie aussi très importants, et puis il y a aussi un problème de perte des valeurs civilisationnelles. Bon, même si la Russie est un pays beaucoup moins décadent que la France, il est tout de même sur une mauvaise pente, et s'il n'y a pas de réaction rapide et vigoureuse, la Russie progressivement va se mettre au même niveau de décadence morale que les pays d'Europe occidentale. Je pense par exemple à la Gay Pride, qui chez nous est devenu quelque chose de quasiment normal et de très répandu dans tout un tas de villes, alors que vous êtes encore épargné en Russie. Pour combien de temps? C'est la question. Et alors, que pensez-vous sur l'axe Paris, Moscou, Berlin? C'est possible ou pas? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, et en effet, il est préférable pour la France de favoriser un axe de travail international européen et russe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Les nationalistes russes, français, allemands? Alors là, du point de vue des nationalistes eux-mêmes, pas des États. Les nationalistes d'Europe peuvent collaborer de diverses manières. On peut déjà échanger des informations. D'accord. Savoir comment ça se passe chez les uns. Oui, mais alors c'est déjà une forme d'aide de savoir comment agissent et réagissent les uns et les autres. Il peut y avoir de bonnes idées à prendre, ou des conseils même à donner. Et puis on peut aussi apporter un soutien mutuel moral, témoigner de la solidarité. C'est toujours agréable d'être soutenu, surtout quand on se sent isolé, même chez soi. Et puis enfin, pourquoi pas un soutien matériel ou des actions communes pour qu'elles aient un plus grand retentissement. Mais quelles actions? Mais par exemple, des manifestations simultanées à travers l'Europe sur un sujet précis. C'est sympa. Oui. Voilà, nous y travaillons, et j'espère que ça pourra se faire prochainement. D'accord. Merci beaucoup. Et je vous en prie, merci à vous.